bienvenue dans Leaders, l'émission qui célèbre le leadership féminin et les femmes qui font la différence. Plaisir de recevoir Madame Gertrude Elanga, une femme au parcours remarquable, une femme de vision et leader affirmé. Tenez-vous prêts, Leaders, c'est maintenant. De retour sur le plateau de Leaders, votre émission qui parle de la féminité. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'engagement communautaire et le leadership féminin. Et pour cela, nous avons Madame Gertrude Elanga, travailleuse sociale du Department of Health, Public Health Solutions à New York. Et nous avons dressé un portrait de la dame pour la présenter. Suivant plutôt. Gertrude Elanga est une de ces femmes dont le parcours force le respect et inspire l'admiration. Travailleuse sociale par vocation, elle a consacré sa vie à l'humain, au service des autres et à la défense des plus vulnérables. Son engagement prend racine au Cameroun où elle débute sa carrière comme social worker au contact direct des réalités sociales, des familles fragilisées et des communautés en quête de soutien. Portée par un profond sens du devoir et une vision élargie de l'impact social, elle poursuit son chemin aux États-Unis. À New York, au cœur d'une métropole exigeante et cosmopolite, Gertrude Elanga exerce aujourd'hui au sein du Department of Health à travers l'agence publique Health Solutions. Là encore, elle met son expertise, son écoute et sa rigueur professionnelle au service des populations sans jamais perdre de vue ses racines africaines. Leader communautaire accompli, elle dirige et accompagne plusieurs organisations majeures de la diaspora, parmi lesquelles CESCA USA, Sunrise USA Canada et la Cameroonian Community of Queens and Brooklyn. À ses responsabilités s'ajoutent ses fonctions de vice-présidente de Ekambi Soya America et du Cameroon Women Network de New York, où elle œuvre activement à l'unité, à la solidarité et à l'épanouissement collectif. À travers ces structures, Gertrude Elanga poursuit des objectifs clairs et constants, ceux de rassembler les communautés, promouvoir la culture et les valeurs de solidarité, assister les personnes défavorisées à travers des actions concrètes de dons et de soutien, mais surtout créer des opportunités durables d'autonomisation. Pour elle, l'aide véritable passe par l'élévation des compétences, la formation et le renforcement des capacités individuelles et collectives. Femme de conviction et de transmission, elle croit en un leadership féminin fondé sur le service, la responsabilité et l'impact. Son action, discrète mais profondément efficace, relie les continents, inspire les générations et redonne espoir à ceux qui en ont le plus besoin. Gertrude Elanga ne se contente pas de parler de changement. Elle le construit chaque jour avec constance, humanité et vision. Elle est l'illustration vivante d'un leadership qui unit, qui élève, qui transforme durablement les communautés. Et c'est donc sur cette note que nous allons accueillir notre invitée du jour, Madame Gertrude Elanga. Bienvenue, Madame. Merci. Bienvenue sur le plateau de Leaders ce matin. J'espère que vous allez bien. Je vais bien, merci de me recevoir ce matin aussi. D'accord, c'est un plaisir. Comment se passe votre séjour au Cameroun? Plutôt bien. Il fait très chaud, c'est bien, mais c'est le village. C'est normal, c'est les tropiques. Alors le climat en ce moment, il est complètement différent de celui des États-Unis. Ici, de l'autre côté, c'est très fort.
Ah, d'accord, ok. Alors, nous allons parler, nous allons nous entretenir avec vous sur l'engagement communautaire et le leadership féminin. Alors, nous avons quelques petites questions pour vous ce matin. Alors, chers téléspectateurs, nous avons Gertrude Elonga sur notre plateau ce matin et nous allons pouvoir l'écouter attentivement. Elle va pouvoir nous dérouler son parcours, son expérience et nous entretenir sur beaucoup d'autres choses. Alors, restez scotché et restez très attentif. Alors, Gertrude Elonga, les téléspectateurs ont très envie de connaître qui est Gertrude Elonga, qui est cette femme cachée derrière ce personnage, comme nous l'avons dit, une femme leader active. Oui, merci de me donner l'opportunité de répondre à cette question délicate et très embarrassante. Très embarrassant. Vous savez, c'est pas souvent très confortable quand il faut parler de soi. Je vais être très simple pour dire que oui, je me nomme Gertrude Elonga. Je suis originaire du Cameroun, plus précisément de la région de l'Est, à Messamena. Et par alliance, je suis d'Akonolinga, dans le centre. Donc, je fais les deux. Alors, je suis travailleuse sociale par formation. J'ai travaillé beaucoup d'années ici au ministère des Affaires sociales, à la délégation des Affaires sociales, au lycée Leclerc comme travailleuse sociale, avant d'immigrer pour les États-Unis. Et là aussi, je continue dans le domaine social. Donc, pratiquement, ça a peut-être changé de contexte, mais c'est le même travail social. C'est déjà très cher téléspectateur, il faudrait le remarquer. C'est une très agréable coïncidence que mon invité du jour porte du rouge comme moi. Ah, c'est très belle coïncidence. Le hasard de la chose, c'est vraiment une très belle coïncidence. Ouais. Justement, lorsqu'on entend le nom Elonga chez nous, les petits, on sait que c'est vraiment, ça vient de chez les petits. Et maintenant, on déroulait vos origines et que vous êtes de l'Est, précisément de Messamena. Je pense que ça met quand même, ça éclaircit quand même voilà, les téléspectateurs aussi. Et alors, déjà, vous nous avez dit un tout petit peu qui vous êtes réellement. Et nous voulons savoir, avez-vous débuté vous avez déjà dit que vous avez débuté votre carrière comme social worker au Cameroun. Qu'est-ce qui vous a motivé de faire ce choix? J'avoue que c'est quelque chose de naturel. Je n'ai pas beaucoup réfléchi avant de me convertir en social worker. C'était, comme on dit, un peu, it's a call. Donc, vous vous sentez attiré par une carrière, vous vous sentez à l'aise dans un certain domaine. Et puis, je voudrais dire que j'avais commencé par être enseignante. Donc, je pars de l'enseignement pour le social. J'ai enseigné aussi pendant, je ne sais plus exactement combien d'années, commencé au lycée Sétique d'Engel Menduka. C'était mon premier poste de travail. Et puis, je suis affectée à l'ENIET de Soa, où j'ai enseigné pendant peut-être 4 ans, je ne sais plus, avant de me convertir aux affaires sociales. Je pourrais dire que c'était déjà la formation de base que j'avais eue, parce qu'à l'école, j'ai fait la filière économie sociale et familiale, et qui nous prédispose déjà à certains choix. Donc, je me sentais mieux dans le social lui-même. Alors, j'ai décidé de laisser la craie et je me suis convertie aux affaires sociales. Donc, c'est un choix naturel parce que c'est ce que j'aime faire. Aider, assister et travailler pour la communauté. Ça veut donc dire que c'est un travail que vous avez déjà commencé à faire sur le banc avec les élèves. Tout à fait. Vous avez déjà eu à travailler avec des élèves dans le domaine social, mais à l'école. Je veux dire que ça se passait comment avec vos élèves, étant donné que vous avez cette passion qui vous tirait d'un côté, vous étiez en train d'enseigner, vous étiez enseignante, c'est vrai, mais vous avez quand même ce côté social work qui coulait dans vos veines. Est-ce que ça se passait dans vos différents établissements? Partie déjà, vous voyez, le contexte familial aussi vous prépare déjà à quelque chose de ce genre. Je suis née d'une très grande famille où je pense qu'on est plus de 20 enfants de mon papa.
Et vous voyez l'environnement social, vous devez interagir avec beaucoup de personnes, de différentes personnes en même temps. Et lorsque je me retrouve dans la filière économie sociale, c'est une filière très riche dans le contenu, mais que beaucoup de personnes ne connaissent pas. Parce que au départ, les gens avaient juste une vision simple. On disait, oh, économie sociale, c'est les filles qui savent faire la bonne sauce. Voilà ce que les gens avaient retenu de la filière. Et pourtant, c'est une filière très riche. Parce que là-dedans, on vous forme à la nutrition. À notre époque, hein, c'était encore un tronc commun. Ça a beaucoup évolué. Entre-temps, on a déjà des spécialisations. Avant, nous faisions un peu de tout. On vous formait à la nutrition, à l'art culinaire, à la santé, à la puériculture, aux soins de la maison. Et donc, c'était une formation vraiment complète pour moi. En dehors des disciplines de l'enseignement général, on avait ce côté vraiment pratique de la vie. Et quand on grandit, au départ, on ne comprend pas ce que c'est. Quand on grandit, on se rend compte que c'était même finalement la meilleure filière. Parce qu'à la fin de la journée, on se retrouve tous en train de vouloir faire les mêmes choses. On a besoin de ce service-là. Donc, I'm glad I did that. Vous allez m'excuser parce que de temps en temps, ouais. Donc, alors, avec les élèves, vous avez demandé, c'est une continuité. Là-bas, c'est une transmission de connaissances et de skills dans un domaine précis. Alors que dans le social, là-bas, c'est des cas sociaux qu'il faut adresser. Et avec les élèves, on a eu tantôt des classes de cuisine, d'éducation à l'entretien. On fait un peu de tout en économie sociale. Donc, des cours pratiques, ça vous donne l'occasion de connaître vos élèves, l'occasion de les comprendre, de pouvoir apprécier leurs différences. Parce que quand vous avez une classe, vous savez les mentalités différentes. Et puis, à ce niveau-là, au CETIC, vous avez des élèves d'une certaine catégorie, d'une certaine mentalité. Et puis, quand je suis allé à l'ENIET de Soas, c'était encore une autre catégorie. D'abord, tu as affaire à des adultes qui peuvent mieux comprendre et apprécier. C'est un peu plus aisé parce que vous travaillez, vous apprenez à des personnes matures. Donc, qui comprennent pourquoi elles sont là. Ouais. D'accord. Et maintenant, comment s'est passée votre transition du Cameroun vers les États-Unis? Ça s'est fait au hasard ou c'était vraiment quelque chose de très structuré et de très planifié? Je voudrais dire que ce n'était pas planifié. C'était pas planifié. Les circonstances de la vie m'ont poussé à me retrouver là parce que pour certaines raisons, mon époux était allé et puis il fallait rejoindre l'époux. Donc voilà, pour dire ça simple comme ça. Et maintenant, comment est-ce que vous avez fait pour intégrer le Department of Health de New York? Vous savez, un peu comme on dit ministère de la Santé ici, c'est un département qui englobe beaucoup de volets sociaux. Donc, je commence à travailler dans le domaine médical, purement. Quand vous arrivez, vous devez commencer par les basics, si vous n'avez pas de formation dans le domaine. Et puis, pendant ce temps, vous devez aussi deal avec la langue, par exemple. Pendant que vous apprenez, vous perfectionnez, parce que ce n'est pas vraiment l'apprentissage. Venant du Cameroun, quand vous avez un certain niveau, vous devez quand même comprendre quelques mots anglais, même si vous ne pratiquez pas. Donc là, quand vous arrivez dans un domaine où vous vous sentez obligé d'utiliser la langue anglaise, le français, lui, il se repose un peu. Alors, vous êtes buté à une réalité. Il faut s'exprimer en anglais. Et si vous n'avez pas la langue, vous êtes un peu limité. Vous devez donc apprendre la langue parce qu'il faut naviguer dans le système. Donc, en attendant, vous êtes obligé de faire n'importe quel boulot, hein, parce qu'il faut survivre. Alors, à un moment, je ne me suis pas senti toujours dans mon assiette, dans le médical trop pratique. Et je recherchais toujours comment faire. Et puis, à un moment, je me suis inscrite dans une formation qui me canalisait vers le social.
Malheureusement, c'est toujours connecté, hein? C'est toujours connecté avec la santé. Mais tu as affaire à des personnes de manière directe, à des groupes de communautés. Donc, l'organisation pour laquelle je travaille, qui est le Public Health Solution, c'est une organisation qui est under the Department of Health. Department of Health. Yeah. Ok. Et en quoi consiste concrètement votre travail public à Health Solutions? Qu'est-ce que vous faites de manière concrète? Concrète, oui. Dans cette organisation, il y a aussi plusieurs branches. Donc, ma branche, là où je travaille, nous nous occupons des communautés, beaucoup plus des personnes défavorisées, d'un certain âge, des seniors, beaucoup plus de seniors. Du moins, le programme s'occupe des personnes de 18 à n'importe quel âge, mais beaucoup plus. Si vous avez 18 ans, vous pouvez être là. C'est un programme qui aide les personnes atteintes de diabète, d'hypertension, d'asthme. Donc, on a essayé de se concentrer sur ces 3 maladies-là. Et lorsque vous parlez de ces maladies, vous savez, quand on doit aider, on s'occupe de la personne tout entière. Parce qu'une personne malade sera forcément une personne qui a besoin d'assistance psychologique. Une personne en dépression, elle aura peut-être besoin de manger. Vous devez prendre soin de tous ces aspects-là. Est-ce que la personne a accès à la nourriture? Parce qu'il y en a aussi, les gens n'imaginent pas qu'il y a des personnes qui ont faim aux États-Unis et il y en a. Est-ce que la personne a accès aux services de santé? Est-ce qu'il peut aller à l'hôpital? Est-ce qu'il a une assurance de santé? Est-ce que son environnement immédiat, là où il habite, est-ce que c'est sain? Est-ce que c'est propre? Donc, vous devez veiller sur tous ces aspects-là et lui apporter le soutien nécessaire. Donc, voilà un peu ce qu'on fait. Et en dehors de cela, nous avons des séances de sensibilisation, beaucoup de sensibilisation. Nous allons sur le terrain, on a circonscrit notre cadre de travail, which is Harlem. C'est un quartier populaire de New York. Nos clients sont beaucoup plus ceux qui habitent ce secteur-là et qui habitent, résident dans des maisons sociales, des maisons de gouvernement, housing, ils appellent ça housing. Donc, on va faire des campagnes de sensibilisation pour essayer de les retrouver parce que aussi, certaines personnes ne savent pas aller à la recherche du secours. Donc, pour cette catégorie de personnes, on est obligé d'aller vers eux et leur proposer les services que nous rendons. Alors, parce qu'ils ne sont pas informés déjà, quelquefois ils sont malades, ils ne savent pas où ils peuvent aller trouver de l'aide. Donc, notre rôle aussi, c'est d'aller. Et il y a aussi des difficultés que certains de nos clients rencontrent. Et il faut encore aller jouer un peu le rôle d'advocate pour leur donner accès à ces services-là. Donc, c'est basically ce que nous faisons comme boulot. Yes, that's really interesting, like to really get into what you're really doing. And I heard that Harlem is really, how will I say, a city where there are so many black people. Yeah. So I really want to know how is it that to deal with those kind of people, you must really be mentally ready, like to do what you're doing. A person like me, I'm very, very sensitive about everything. If I have to be dealing with a sick person, a depressive person, I will surely not really have the words or surely not really have what to tell the person. So how do you really deal with it? You must really be a superhero, like to deal with people like that. The people are just down and they're facing the kind of racial segregation and everything that happens in Harlem. Like, how do you really manage? You know, social worker, community health worker, nurses, you know, they are like frontline people. They have to deal with these people no matter what. So, like anywhere in the world, we have people that are addicted to drugs, sick people, and it is a sad situation sometimes, you know. You have to love working with people, because if you don't like working with people, don't even go there. It's very difficult. If you are a very sensitive person, you might be affected negatively, because it's a kind of job that
you need a self-care for yourself. Because you cannot be helping other people if you need help yourself. So the first thing is to have a very strong mindset to accept, go out there and help people, because you see things that are going to shock you. So the problem in Harlem, it used to be a black area, but now it's kind of mixed. It's kind of mixed. We have people from, Spanish people, black and white. It's all kind of people. When you get to work in the morning, very early in the morning, you don't want to see what I see, because it's just sad. You find people that really need help, and sometimes you don't know what to do, because people are taking drugs, they become addicted, and you have to help. You just have to help. So it's like everyday thing that you see. We get used to it. It's no longer new. We don't feel it like people from outside. We know these are our customer. We need to help them. Yeah, and with all the consequences too. Sometimes they are very aggressive. They don't want you to help. They don't want help, but they need help. So it's just human being, normal people. Yeah, but they need help. That's really interesting. Alors nous allons poursuivre. Quelle différence faites-vous entre le travail social au Cameroun et le travail social aux États-Unis? Vous avez travaillé dans les deux, donc vous savez exactement les petites différences que vous pouvez faire au niveau des deux. C'est une très belle question, parce que c'est une question qui me donne envie de réagir. Bien sûr. Et d'avoir de l'impact sur le terrain. La réalité, c'est que le travail social ici, parce que j'ai commencé par ici, les travailleurs sociaux ont quelques difficultés, beaucoup plus en ce qui concerne les ressources. Nous avons des personnes très expérimentées, seulement quelquefois nous sommes à court de ressources. C'est ça le gros problème ici. Mais le travail social se passe très bien. J'ai le souvenir de quelquefois j'avais le choix entre laisser un enfant dans la rue ou le prendre avec moi. Il m'est souvent arrivé d'amener un bébé chez moi, ce qui n'est pas autorisé, mais sur le champ, vous devez intervenir, parce qu'à une certaine heure, on vous appelle qu'il y a un enfant jeté, abandonné là-bas. Ce que vous faites, c'est que vous devez aller secourir. Et il n'y a pas de structure immédiate. Où vous devez, et puis il faut attendre, vous amener à la police, vous arrivez à la police, vous signalez le cas, ils font leur travail et après vous disent, madame, qu'est-ce que nous on fait avec un bébé ici? Et vous avez la responsabilité de vous occuper de cet enfant jusqu'à ce qu'on trouve une structure d'accueil pour lui. Donc les ressources, c'est le gros problème ici. De l'autre côté, par contre, il y a aussi un gros problème, parce qu'il y a beaucoup de cas sociaux, et au moins ils sont assistés, ils sont quand même assistés. Ils sont assistés, mais bien que ce ne soit pas, vous savez, quand on est dans le besoin, on en a toujours besoin. Ils trouvent aussi là-bas que ce n'est pas suffisant, le gouvernement n'a pas fait assez, pourquoi je n'ai pas ceci, parce qu'ils sont vraiment exigeants, hein, certaines de ces personnes. Malheureusement, il y a quand même des ressources pour prendre soin des cas sociaux que nous avons, malgré le fait qu'ils sont nombreux. Ne me posez pas la question de savoir et pourquoi on voit les gens dans la rue aux États-Unis, oui, et il y a toujours des homeless qui, malgré tout, vont toujours se retrouver dans la rue. Et il y a cet aspect des enfants de la rue, comme nous pouvons souvent le voir à l'avenue Kennedy, par exemple, les enfants qui sont les enfants au niveau du carrefour Ouarda et tout. Est-ce que ces enfants-là font partie du programme social au Cameroun? Comment est-ce qu'ils sont encadrés lorsqu'ils ont un problème, ceux qui n'ont pas de maison? Est-ce que vous qui avez eu à travailler ici au Cameroun, est-ce que vous avez l'impression que, ou bien est-ce qu'il existe des solutions pour pouvoir les prendre en charge en cas de maladie ou en cas de n'importe quoi? Je dis que le ministère, oui, à l'époque, je ne sais pas comment ça se passe actuellement, ça fait beaucoup d'années que je suis partie, mais à notre époque, oui, il y a des structures, sauf que le flux des enfants de la rue est grandissant et on n'aura pas assez d'espace pour tout le monde.
À l'époque, je me souviens, il y avait plusieurs enfants qui venaient du côté du nord, extrême nord, ils étaient nombreux. Subitement, vous avez des rues pleines d'enfants et vous ne savez pas expliquer comment. Et à un moment, on s'est rendu compte même que ça devait être comme un réseau des gens qui venaient et certains ici qui encourageaient cet aspect. Il n'y a pas longtemps, je passais quelque part et j'ai toujours un pincement de cœur lorsque je vois des petits enfants, des petites filles à l'heure de l'école. Ils sont supposés être en classe et comment est-ce qu'ils sont dans la rue? Ça fait mal. Et je pense qu'il y a encore beaucoup à faire dans ce domaine-là. Mais nous avons souvent assisté les enfants, on allait dans la rue, on donnait des conseils, on essayait de repérer les souches, parce que c'est ça le problème aussi. Ils sont dans la rue, parfois on ne sait pas qui sont les parents. Ils sont connectés à qui? Donc il y a toujours à faire dans le social. Ce ne sera pas un travail définitif. Yeah. Et comment est-ce que de l'autre côté aux États-Unis ça se passe? Je veux dire que, comme je suis en train de vous demander de la différence du travail social au Cameroun et le travail social aux États-Unis. Comment concrètement ça se passe aux États-Unis? Lorsqu'il y a des cas, par exemple, comme des enfants dans la rue ou des enfants qui errent de partout, qui n'ont pas forcément de parents, bon, j'aimerais vraiment savoir quelle est la différence. Je vois déjà s'il y a une des choses que le phénomène d'enfants de la rue, il est quand même assez bien réglé de l'autre côté. Vous allez voir des personnes dans la rue, c'est des adultes généralement. Le gouvernement américain prend vraiment bien soin de ses enfants. Les enfants sont prioritaires. Ceci, c'est du fait que, à la naissance, les enfants sont déjà repérés. Donc, chaque enfant qui naît est déjà repéré. Il est déjà enregistré. On sait où il est, on sait qui sont ses parents, on sait où le trouver. Et vous n'allez pas vouloir être à la place d'un parent qui n'envoie pas l'enfant à l'école. Non, ça n'existe pas. Parce que tous les enfants they must go to school. Ça veut dire qu'il y a un track, on peut track. Ouais, il y a des parents qui n'envoient pas des enfants à l'école. Les enfants sont obligés d'aller à l'école. Si vous faites 2 jours même, c'est trop. Votre enfant manque l'école, vous avez un text message de l'école. Your son didn't show up today. Et donc, les enfants sont traqués. Alors, les parents aussi sont obligés de prendre soin des enfants. Donc, il y a très peu d'enfants dans la rue quand même. Il est vrai qu'avec des âges d'adolescence et autres, certains enfants, quelquefois se rebellent et vont dehors, mais on les rattrape très facilement parce qu'ils sont traqués. Donc, le phénomène d'enfants de la rue, je dirais qu'il n'est pas très perceptible de l'autre côté parce qu'il y a un encadrement vraiment sérieux en ce qui concerne les enfants. Donc, vous allez voir les gens dans la rue, mais ce n'est pas les petits-enfants, ce n'est pas les enfants. Ce sont des adultes qui ont certainement un problème aussi. Généralement appelés les SDF. Ok. Maintenant, nous allons parler. Depuis que vous êtes au Cameroun, forcément, vous avez recommencé à vous alimenter avec la nourriture du Cameroun. C'est quoi votre mets préféré camerounais? The good part of it, it's the food, parce que au moins vous avez le bio qui vous a manqué. Généralement, j'aime manger les légumes et les fruits. C'est ça que j'ai mangé depuis que je suis là. Le reste de nourriture, ça ne m'intéresse pas vraiment. Les légumes, le sangal, le pomme sans sel, ça j'aime bien. Et puis les fruits. Au moins, vous avez les fruits qui ont le goût naturel que vous pouvez trouver. Je n'ai pas été très satisfaite. Les ananas, de l'autre côté, c'est pas vraiment ça. Ça existe, mais c'est pas vraiment ça. Le goût n'est pas le même. Ici, j'ai la chance de prendre du frais, du bon, de la papaye bien fraîche et sucrée. Quand vous vous retrouvez là, généralement, vous aimez faire vos propres mets, vous aimez préparer vous-même? C'est vrai que j'aime faire la cuisine. Ça, c'est un skill que j'aime bien. Mais je n'ai pas beaucoup de temps. Je n'ai pas beaucoup de temps. Je préfère acheter. Le temps d'aller à la cuisine et tout. Quand j'ai l'occasion, je fais moi-même. C'est intéressant et étant donné que la santé est au cœur de cet échange, mais aussi de nos préoccupations quotidiennes, je m'en vais donc de ce pas vous introduire la rubrique Leaders Santé qui va nous parler ce matin sur l'alimentation et les préventions des maladies chroniques. Regardons plutôt. Nous allons vous entretenir sur l'alimentation et prévention des maladies chroniques. Alors, il faut savoir que les maladies chroniques
comme le diabète de type 2, l'hypertension artérielle, les maladies cardiovasculaires, l'obésité, les cancers, les maladies rénales chroniques représentent aujourd'hui une cause majeure de morbidité et mortalité dans le monde. Alors, il faut connaître que l'alimentation est l'un des facteurs de risque pour avoir ces différentes maladies, comme peuvent être des facteurs protecteurs contre ces maladies. Alors, il faut bien s'en servir. Il faut comprendre que l'alimentation a un bon côté et un mauvais côté. Il faut juste savoir comment manger. Alors, quel est le rôle de l'alimentation dans l'apparition des maladies chroniques? Une alimentation déséquilibrée favorise l'excès pondéral, donc l'obésité, la résistance à l'insuline pour les patients qui ont du diabète de type 2, les inflammations chroniques, les dyslipidémies, l'hypertension artérielle qui favorise l'apparition des maladies cardiovasculaires ainsi que des cancers. Alors, il faut savoir que les principaux facteurs alimentaires de risque sont l'excès de sucre raffiné, l'excès de sel, les graisses saturées telles que le cholestérol et la faible consommation en fruits et légumes qui contiennent des fibres. Quels sont les éléments alimentaires qui peuvent nous aider, à ne plus avoir ou à lutter contre ces maladies chroniques? Alors, il faut comprendre que il faut avoir une alimentation équilibrée. Qu'est-ce que c'est une alimentation équilibrée? Une alimentation équilibrée, c'est tout simplement une alimentation qui est riche en glucides, en protéines, en lipides, en eau et en sels minéraux. Alors, pour cela, il faut mettre en avant les fruits et légumes que tout le monde sait, au moins 5 fois par jour. Ensuite, il faut manger ce qu'on appelle des glucides de qualité, éviter les sucres rapides. Les sucres rapides, c'est-à-dire du saccharose, et plutôt embrasser les sucres qui sont contenus dans les légumes, les sucres qui sont contenus dans du miel, les sucres qui sont contenus dans des fruits. Et les lipides de qualité, éviter le mauvais cholestérol, favoriser les lipides de qualité, l'huile d'olive, l'huile d'argan, des huiles naturelles, des graisses minérales, éviter des graisses animales, des graisses minérales telles que l'huile de tournesol, ce genre de choses. Et augmenter la consommation en fibres alimentaires. Fibres alimentaires contenues dans les fruits et légumes qui sont cuits. Répartir les repas, c'est-à-dire avoir une alimentation saine, manger à des heures précises, éviter de manger après 20 heures, essayer de vraiment bien s'alimenter. Et cela va permettre de réduire exactement votre risque d'avoir des maladies chroniques. Alors, s'agissant des maladies cardiovasculaires, il faut comprendre que vous devez avoir une alimentation bien régulée en termes de protéines, favoriser du poisson, des viandes blanches, éviter de la viande rouge telle que la viande de bœuf, favoriser plutôt du poulet, éviter des maladies telles que la goutte et des maladies rhumatologiques. Il faut éviter également des viandes rouges. C'était là la rubrique Leader Santé qui nous a été présentée par le docteur Ruth Aurel Bissa. Je suppose que Madame Gertrude Ilanga, vous êtes très minutieuse en ce qui concerne votre alimentation. Déjà que vous nous l'avez dit tout à l'heure que vous aimez beaucoup les fruits et tout. Ouais, je m'efforce de veiller à ce que je mange. Donc, je prends soin. Vous savez, là, comme ça vient d'être dit là, l'alimentation, c'est le médicament. Hein. C'est le vrai médicament. Si vous mangez bien, vous êtes sûr de ne pas attraper un certain genre de maladie. Déjà,
Et même quand vous êtes malade, si vous mangez bien, alors vous récupérez, de reprendre votre santé. Donc, c'était intéressant, la page santé. Ouais. On va dire merci au docteur Ruth Orail-Bissa. Alors, now we are moving on to a completely different thing now. If you've just joined us, you are on your program Leaders on BNews One, Canal 520, and we are with Madame Gertrude Elonga. So now today we are very delighted to have her on our set this morning. So you are a social worker and you work with the Cameroonian leader of the Cameroonian diaspora in the United States of America. So after learning about your professional journey, let's now focus on your community engagement and leadership with the diaspora. Ok, so vous dirigez ou vous co-dirigez plusieurs associations. Pouvez-nous les présenter brièvement et nous expliquer leur mission, je veux dire, respectively? Oui, merci. Une fois de plus de me donner l'opportunité. Le travail communautaire, je pourrais dire que c'est une suite. Hein, c'est une suite. Je suis président de plusieurs associations, plusieurs organisations à caractère communautaire. On a l'association CESCA USA, which is un regroupement des Camerounais de 3 origines, du centre, du sud et de l'est, vivant aux États-Unis. C'est un regroupement qui a pour objectif déjà de vivre ensemble des frères, hein, la solidarité, c'est ça un peu notre leitmotiv, la solidarité. Vous savez, quand vous vous retrouvez de l'autre côté, vous avez besoin de rester connecté à vos ressources, à vos, voilà, des repères. Et du coup, naturellement, c'est ce que je fais, parce que c'est un peu mon propre. Quand j'arrive nouvellement quelque part, je cherche mes frères. Et je cherche les Camerounais d'abord, et puis après, on vit ensemble. Donc, CESCA, c'est donc une organisation des frères du centre sud-est, comme je l'ai dit tantôt. Et nos objectifs sont purement communautaires, culturels. Nous travaillons sur la promotion de la culture, de notre culture Betty, puisqu'il s'agit du grand groupe avec la même souche ancestrale. Donc, nous avons des activités aussi de support dans l'élan de solidarité. Quand des personnes nouvelles arrivent, on a le devoir de les orienter, de leur donner des conseils, de les coacher, et pour qu'elles puissent aussi s'intégrer dans la communauté, dans le sol américain. Donc voilà, basically, ce que nous faisons. Et CESCA USA a déjà quand même fait du chemin. Nous avons aussi des activités ici. Hein. On n'a pas oublié nos enfants, nos frères qui sont restés de ce côté-ci. Donc nous travaillons beaucoup dans l'éducation et la santé, par des petites remises de dons. On a dernièrement, par exemple, assisté un orphelinat dans la région de l'Est. Et le constat était que les enfants n'avaient pas de lit. Et c'était pathétique. Vous ne pouvez pas vous imaginer la joie que ces enfants ont eue lorsque CESCA USA leur a offert des lits et des matelas. C'est dans le village appelé, je crois, CAC2, sur la route de Ngeleminduka, je pense, oui. Et CESCA USA aussi, déjà nous existons depuis 2017 et nous avons également offert une salle de classe dans une région du centre. Et j'oublie le nom du village quand même, mais c'est dans le centre. Ouais. Et puis, les enfants étaient contents, la population était contente d'avoir une nouvelle salle de classe parce que les enfants étaient dans un cadre très délabré et il y avait de l'eau de pluie qui venait les trouver là-dedans. Vraiment, c'était pas confortable. Donc, nous avons fait ce don-là. Nous avons aussi, dans la région du Sud, offert des fournitures scolaires. Et voilà, c'est un peu ça le travail de CESCA. Donc, on essaie de travailler des deux côtés. Nous avons aussi un projet, ça c'est déjà launching. Nous avons un projet maintenant d'agir au niveau de la santé,
le volet santé. Le grand projet, l'année dernière, nous avons organisé un fundraising pour essayer de collecter des fonds afin d'offrir notre don, avec notre apport aussi, bien sûr. Donc, le grand projet, c'est de venir remettre ce don-là. Nous travaillons encore là-dessus, mais ce sera dans le domaine de la santé, où nous voulons offrir du matériel de santé de première nécessité. Parce qu'il est question ici, ça c'est le cas que j'ai vécu, hein, et je parle dans le plein cœur. Vous arrivez dans un centre de santé et les gens n'ont pas de gloves. Comment est-ce qu'on peut procurer les soins? On n'a même pas de basic, des gants. C'est choquant. Et imaginez donc la continuité de la contamination si on n'a pas seulement les gants de travail. Donc, c'est des petites choses de ce genre que nous voulons offrir, really first aid thing. Et on est encore en train de travailler sur comment ce sera fait sur le terrain, mais c'est ça le projet. Ça, c'est pour ce qui concerne CESCA, où je suis présidente. Ouais. Okay, so I want to know, like, how can someone join your association, CESCA USA? Is it online, or do we need some characteristics to be a member of CESCA USA? Yeah, concerning CESCA USA, the first idea was to have members that live in the same city. Yeah. But now we have extended. We have some people that are not from, because we are based at New York City. We have some people that live in other states. Yeah. They are welcome to join. The only thing is you have to be from that part of the country, yeah, because it's circumcised. East, south, yeah, you must be from south, center, or east. Okay. Or you can be related to one of the person, like you are married to someone from there. Okay. So it's open, which means we have people from. Finally, we have people from everywhere, because yes, you find somebody who is married to someone from the north, and yeah, so it's all Cameroonian. And so here in Yaoundé, do you have a branch in Cameroon, or how does it work? We are planning to do so, but right now, usually when we have something on the field, we have someone who represent us, yes, here, yeah, because we cannot travel all the time. Like with the classroom that we offer, we have a lady from Service Social, yeah, who is our friend. She went and she represented us for that donation, yeah, and that is for CESCA USA. My other organization is now, I'm sorry, it had to be like that, because people live together. Yeah. But the other organization is Sunrise US Canada, which is very circumcised for only East. That one is for only East. Yeah. On voulait dire soleil levant, hein? Yeah, comme ça se dit ici, and then we wanted to just say it in English. So là, ce sont des enfants originaires de la région de l'Est qui vivent aux États-Unis et au Canada, tout simplement. Les objectifs sont les mêmes, hein? La solidarité, parce que vous savez, on a déjà, à l'Est, nous avons déjà ce problème de, je pourrais dire le nombre, et il y en a très peu qui se retrouvent à l'extérieur, très peu, de plus en plus maintenant, mais il y en a très peu, on les retrouve déjà, un nombre très limité, et nous avons pensé que il faut qu'on se regroupe, qu'on sache qu'on est là quelque part. Donc l'occasion m'est donnée aussi de lancer un appel à tous ceux qui pourraient m'écouter, qui sont de l'autre côté. Nous avons besoin de nous tous. Yes. Vous devez nous rejoindre. And you must work hand in hand. Hand in hand, parce que nous avons aussi ces mêmes objectifs de développer et de solidarité. Et voilà pour Sunrise. And what about the Cameroonian community of Queens? Sorry, that was just c'est un nouveau bébé, si on peut dire comme ça, c'est un nouveau bébé. La particularité est que New York City is a very big city, and we have like 5 boroughs. So we have people that live in Manhattan, other people live in the Bronx, we have Brooklyn, we have Queens, we have Staten Island. C'est très distant, et ceux du Queens et de Brooklyn sont un peu plus rapprochés. Et généralement, nous allons très loin pour retrouver les frères. Donc on a voulu
avoir notre regroupement à nous. Exactly. So, parce que les gens se plaignent, on est toujours en train. On n'a pas coupé avec le reste de la communauté, hein, mais nous voulons avoir notre groupe à nous parce que aussi, de ce côté-là, on a d'autres réalités qui sont les nôtres. Et on voudrait take advantage aussi du système parce que là-bas, il y a des offres que nous voulons prendre toujours aussi pour le développement finalement de la communauté camerounaise. Donc, c'est un peu ça le Queens and Brooklyn Community. Ça, c'est très nouveau. Nous avons à peine peut-être 4 mois. Hein. Ça fait pas très longtemps. Ouais, it's just fresh. Donc, voilà. Et on a parlé aussi de Cameroon Women Network. Yes, that is a group of Cameroonian ladies, women. C'est basé à New York City. Et là, c'est vraiment les femmes uniquement. Nous voulons développer la femme. Sorry for the men. I know. No, we work together. We work together when we have an activity. Men, our brothers from Cameroon, they come and support us. But we want to really show what we are able to do, how we can support each other, how we can be strong to help our community. And c'est un peu ça le regroupement, Cameroon Women Network. I'm not the president, actually, I'm the vice president on that. Yeah, and yes, we're looking for resources to better help our community. Because the US, il y a beaucoup d'opportunités. Il faut comprendre le système et il faut aller à la recherche de ces opportunités-là et pour pouvoir développer. On travaille pas, c'est pas seulement pour le Cameroun, hein, nous avons aussi là-bas des besoins. Donc, il faudrait qu'on se fasse connaître, qu'on se fasse entendre. That is for, what is the other one name again? There are a lot of associations. Yeah, there's a lot of associations. I'm just, I like doing that. It's just something that I like to do. And right now we have the EBIA, it's a Cambus America. So I wish you understand what it means. It's not just the Betty, because when you say Betty, it's limited. It's the whole, the large, exactly. Yes. Because in the Ikan clan, they are the Biti, they are what they call, they are the Nangas, they are all of them. Yeah. So that one is just c'est une fédération d'associations qui se sont mises ensemble parce que vous savez, pour être fort, il faut être uni. Donc c'est un peu ça l'objectif et c'est ça la mouvance de nos jours. Les gens sont ensemble. Les gens sont ensemble et nous, là-bas aussi, c'est vraiment la promotion de la culture et le support, la solidarité. Et nous avons aussi un grand événement à l'intérieur des BIA que nous appelons le CECA. CECA, c'est le Congrès des écans d'Amérique. Nous organisons ce CECA chaque année et cette année, nous serons à la 4e édition où nous ouvrons les portes à tous les écans. Déjà, tous les Camerounais qui veulent assister peuvent venir et tous les écans en particulier parce que nous voulons promouvoir, vendre la culture écan et susciter aussi des connexions sur le plan économique. Celui de cette année, nous voulons le mettre un peu plus haut. I hope we got everything set up. Nous voulons avoir des journées culturelles et économiques à l'ONU cette année. Et voilà un peu notre ambition. Vous voyez que ça ouvre la porte à plusieurs opportunités. Et je suis la présidente du comité d'organisation pour cette année. Parce que chaque année, on nomme un président du comité. Donc, I'm really all over the place. It's going crazy. We have to make it happen. Dans le CECA, ça s'annonce, ça vient. Ce sera du 5 au 9 août 2026 à New York. Et c'est l'événement phare. Et voilà, nous nous préparons pour cet événement. I'm just like standing amazed in front of all what you're saying, the profile, the work you really do. I'm like kind of, how do you manage like your professional life, your family life, your marital life? I really can't get it. How do you do? I know how tough it is. It's really tough. I cannot lie, it's tough. But when you like to do it, you're always going to find a way to accommodate. It's difficult, I cannot lie, but the good thing is that my family, my direct family, are very supporting. They know this is what she likes to do,
So they're supporting me on that. And that makes my job easier. Because if you have a fight at home, I don't think you're going to go out and do what you would like to do. So they are very supporting to me, and I appreciate them for that. So it's when I go, another good thing is that most of the meetings are online. Yeah. Thank God, with the technology, we have a lot of meetings on Zoom and WhatsApp and others. For in-person activity, I have to go. I have to be there because when you are a leader, you must lead. Yeah, lead. exactly. So sometimes we go for community work. We have to go and clean up because we do all those things. Go and the cleaning day, Saturday, you give your 2 hours for the community, clean up and go back home and cook. But don't worry, I always cook for my family. I will make sure they have. Good news. I will make sure they have food and good food, enough food for them not to complain. Yes. Yeah, because I don't want to hear any complaint. And also, it's tough. And thank God also, my job is not very stressful. Yeah. Thank God for that. I have a schedule where I work 3 days in the office and 2 days from home, which helped me to manage manage your other other things. activities. Exactly. So it's a lot of online also calls and home visit and things. Unless we have an event or a workshop, then I can go out and it doesn't take too long. You do what you gotta do and go back home and take care of the. Yeah, thank God for that. I can manage everything. But it's tough. It's tough. Sometimes people ask me, how do you do this? I'm like, I don't know how to do it, but I know I have to do it. Yeah, that's it. I pray that means to do it. Exactly. So. Okay. So Yeah. the other question was, so would you say that the women's leadership in the diaspora is more of a challenge than an opportunity? I cannot say that it's challenging because women are really on the field. They really express themselves. They're working. Yeah, they're working. It's you can see women all over the place. I think the new world is, women are leading. Most of the women are leading. It's I don't know how that happened, but it looks like our men like to step back a little bit these days behind. I don't know why, but thank God they are supporting. But I think maybe they are kind of leaving the space for the woman to kind of express herself, because we've been complaining and complaining. Now, like, okay, just do your things, we'll support you. Ok, je voulais aussi comprendre, quels sont les obstacles que les femmes leaders rencontrent encore aujourd'hui dans la diaspora? Je pense que les obstacles. Il y a encore des limites quand même. Vous savez, il y a des stéréotypes qui restent toujours où on pense que la femme ne devrait faire que telle ou telle chose. On la limite, tu vois, à partir de nos origines. Il y a toujours ces obstacles-là qu'il faut surmonter et que la société, I'm glad, beaucoup de personnes ont compris que la femme qu'elle peut occuper certains postes et autres, et que si on la laisse s'exprimer, elle va faire mieux, elle sera excellente. On a aussi, quelquefois, vous rencontrez une communauté qui n'accepte pas le leadership féminin. Il faut donc prouver, pas de manière défiante, il faut prouver avec des bonnes actions et les gens vont apprécier. Si c'est bien fait, tout le monde aime quand c'est bien fait. Les gens vont vous suivre si vous faites bien. Donc, je pense que le problème, la question revient à la femme de savoir comment améliorer son kind of leadership. Si vous êtes une femme qui veut juste défier la société, prouver que vous êtes capable, sans vous ignorer rien, alors les gens aussi vont vous attaquer. Il y aura des contre-attaques et on va vous mettre des obstacles. Mais si vous agissez déjà avec amour, parce que vous aimez la communauté, avec tous les talents que vous les mettez au service, parce que le leader, en fait, c'est ça, servir, hein, et ce n'est pas une tâche facile. Il y a des gens qui vont vous attaquer, ils vont même vous injurier, on dira même que vous ne faites rien, vous ne valez rien. Il faut être capable d'avoir une intelligence émotionnelle qui vous permette de pouvoir résister et d'accepter même les critiques, hein, parce que c'est ça aussi le leader.
si on ne vous fait pas de critiques, vous ne savez pas comment vous améliorer. Donc, il faut rester un leader ouvert pour pouvoir gérer. Ce n'est pas facile de gérer les hommes. C'est difficile. Mais si vous aimez le faire, vous trouverez les moyens pour gérer ces différences-là, des personnes de caractères différents, de différentes origines. Il faut pouvoir gérer tout cela. Et ce n'est pas une tâche facile. Donc. Exact. Ok, Gertrude Elanga, vous êtes très introduite en matière culture, comme nous l'avons entendu. Et de ce fait, je vous propose donc une petite pause musicale et on vous retrouve juste derrière. Je partage avec toi ce que j'ai au fond de moi. Je partage avec toi un peu de ma joie. Puis je partage avec toi un petit peu de tout ça. Je partage avec toi. Hey ya, bakami bodo bakama bogo. Oh, ubama chuna sunete jamie que to dialote. Mina longa longa sulembang kuyana banga minga na fa. Je partage avec toi ce que j'ai au fond de moi. Je partage avec toi un peu de ma joie. Puis je partage avec toi un petit peu de tout ça. Je partage avec toi. Hey ya! Coucou, 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 belle fouema. Coucou, 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 belle ligama. Ou ben ma ligama boa etama. Puis on me ligama boa etama. Belle love, belle C'était donc Sandrine Danga avec son nouveau titre Sobo. Et là, nous avons pu voir le grand maître de la danse, de la chorégraphie, Aïssi le Duc, qui s'est très très bien dansé. Vous célèbre Aïssi le Duc. Et ça m'a bien de vous poser la question de savoir si dans vos associations, vous faites aussi parler les artistes comme Aïssi le Duc, vous les faites intervenir. Il était même un de nos invités à la soirée culturelle CESCA USA. Malheureusement, des problèmes de visa et autres, il n'a pas pu venir, mais il était invité. Vous savez, quand on parle de culture, les artistes sont les premiers. Hein. C'est les premiers qui portent la culture. Donc nous avions Aïssi le Duc, et nous avions Lady Ponce, et nous avions une aussi, elle vit aux États-Unis. Georgette Adjé, elle fait purement dans la danse traditionnelle, les tam-tam et autres. Donc, chaque événement culturel
nous avons besoin d'un artiste à chaque événement. Parce qu'on ne peut pas faire sans danser et autres. Ouais. D'accord. Après avoir présenté vos associations, parlons à présent de leurs objectifs communs et de l'impact que les associations cherchent à créer et de l'impact même que les associations ont déjà eu à créer. Est-ce que depuis que vous avez mis sur pied les nombreuses associations, vous voyez l'évolution, vous voyez vos missions s'accomplir? Observation. Hein. Vous savez, quand on crée un regroupement de personnes, l'impact devrait se sentir d'abord sur les membres, parce que c'est ça le premier objectif. On ne peut pas aider si on n'est pas soi-même déjà stable. Donc le premier travail, le premier impact, c'est sur les membres eux-mêmes, sur le plan de la solidarité, et sur le plan de l'assistance psychologique, émotionnelle. Imaginez un frère qui a perdu un membre de famille cher et qui se retrouve seul en Occident. Nous devons jouer le rôle de la famille. Donc nous sommes là, on assiste, et physiquement, et moralement, et financièrement. Parce que de l'autre côté, c'est vos frères qui font la famille. Avant que vos membres de famille réels n'arrivent, il faut des gens à côté de vous. Donc nous jouons déjà ce rôle-là. Il y a de l'impact. Je ne peux pas compter le nombre de frères qui ont été aidés à cause de ce regroupement-là. Le fait qu'on se soit mis ensemble, vous voyez qu'on devient plus fort. On a aussi des aides sur le coaching. Hein. Il y a le coaching. Quand vous arrivez, vous ne savez pas où aller chercher du boulot, vous ne savez pas où aller apply for a job. Il faut ce setup-là pour vous orienter. Donc, il y a de l'impact déjà à notre niveau. Et quand on vient du côté de nos origines, il y a de l'impact aussi. Des enfants qui se retrouvent dans une salle de classe construite, ça c'est un grand impact. Équipés et avec des bâtiments où ils sont protégés. Et lorsqu'ils se souviennent qu'hier la pluie tombait ici, ça nous mouillait. Il y a de l'impact. Des enfants qui peuvent se coucher sur un lit confortable dans un orphelinat. Il y a de l'impact. Et je vous parlais aussi déjà du prochain don que nous allons apporter. Il y a de l'impact. Donc c'est ce que nous recherchons et nous espérons faire plus et peut-être mieux. Et de l'autre côté aussi, si on parle de la vente de notre culture, ça c'est un grand travail que nous faisons dans EBIA, de la promotion de la culture. Il y a de l'impact. Nous voici en train de faire appel aux partenaires économiques et nous voulons aller à l'ONU. Il y aura de l'impact. On va connaître le Cameroun, on va connaître le peuple Kan et des gens pourront se faire des contacts et dans leur business et autres. On va vendre la culture. On aura des objets d'art de chez nous qui seront exposés et tout cela, je pense que l'impact est perceptible. Donc, je sais pas. Okay. So what are the strategies you use to foster cohesion among Cameroonian communities in the US and in Canada? We are very connected. That's the good part of it. We have our different groups, like you know, that is the particularity of Cameroon. We have different tribes, so people live in their groups. But the good thing is that we have other activities that are putting all the Cameroonians together. So every time we have an event, we all go together and support. When we have something that is from Cameroon, we all go and support. So Cameroon community is very supportive. We have a WhatsApp group where everybody is, and we can deal and talk about our problems, the situation that means Cameroonians. It's vivre ensemble, ça se pratique très bien de l'autre côté. Okay, thank you very much, Madame Elonga, for being on our set this morning. It was something that was very rich in emotions, rich in teachings, rich in everything. So thank you very much. Ok, c'est ici que s'achève votre programme Leaders. Un merci encore à Madame Elonga pour ce moment de partage et merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Rendez-vous demain à la même heure sur votre programme Leaders.